Merci mesdames et messieurs. Je vous disais qu'il y avait la lumière qui allait arriver, voilà. Pas trop fort parce que sinon on ne verra pas la salle. Merci. Mais c'est bien comme ça parce qu'on est de filmer en fait. Donc, voilà, c'est pour ça. Adriano Jardina, Joachim Lafosse. Alors je vais commencer quand même par poser une ou deux questions pour démarrer, mais le but c'est aussi que ce soit une conversation avec vous. Et 2 micros vont circuler dans la salle, dans chaque allée tout à l'heure. Évidemment, la première question venant de Suisse, et par rapport à la Suisse, c'est justement l'origine du film. C'est une question bateau, mais je crois qu'il est important de la préciser. Tu l'as évoqué tout à l'heure, et je crois que c'est important de dire en fait d'où ça vient et comment tu es arrivé au film, au fond. Je vais dire juste une toute petite chose avant de répondre à ta question. Si le film... voilà, je vends mes tapis, parce que je suis fier de ce beau tapis. Donc dites à vos amis, si vous avez envie qu'ils voient le film, que... voilà, quand on dit qu'un film est dur, en général, ça n'enthousiasme pas les gens pour y aller. J'espère qu'il est bouleversant, le film, il n'est pas dur. Bon, alors, soit. En fait, il y a 7 ans maintenant, j'étais au volant de ma voiture et j'ai entendu parler de ce fait divers. Ça m'a happé. Depuis ce moment-là, je n'ai cessé de penser à ça. Et juste après, je suis rentré à la maison, j'en ai parlé avec ma femme, des amis, et ce qui se disait tout le temps, c'est impensable, c'est inimaginable, c'est incompréhensible. Et puis, j'ai un peu observé le récit médiatique qui était en train de s'écrire autour de cette affaire. Et j'étais assez effrayé par la manière dont on était en train de fabriquer un monstre. Enfin, c'était le sentiment que ça me laissait. Et alors je suis allé trouver mes 2 scénaristes, et on s'est parlé, et on s'est dit, tiens, au fond, est-ce qu'on n'essayerait pas de faire un film qui permettrait de rendre un acte comme celui-là un peu plus pensable, un peu plus imaginable, peut-être un peu plus compréhensible. Alors évidemment, il s'agissait certainement pas d'excuser, il s'agissait encore moins de dire la vérité, parce que après avoir travaillé pendant plus de 5 ans sur ce projet, je suis tout à fait convaincu qu'il y a des vérités dans une histoire comme celle-là, et puis très vite, quand on a commencé à travailler, il y a 2 choses qui sont devenues très claires, d'ailleurs, dont j'ai très vite parlé à Jacques-Henri, mon producteur, de cette envie de faire un film qui s'inspirait de ça. Et on s'est dit 2 choses, c'est il faut assumer la tragédie, et il faut travailler sur leur champ, c'est-à-dire qu'il ne faut pas filmer la scène, le meurtre des enfants. Il se fait que 2 ans après avoir commencé l'écriture, le procès de cette femme qui nous a inspiré ce film est arrivé, on a suivi ce procès. Et en Belgique, les accusés d'un procès ont toujours le droit à la première parole du procès, la dernière. Et cette femme est arrivée en disant, voilà, devant le jury, en disant, voilà, je veux comprendre. Je suis coupable, mais je veux comprendre. Et puis au bout du 3e jour de procès, on a montré au jury populaire les photos de la scène du crime. Et là, avec Mathieu Reinhardt, donc le co-scénariste, on s'est rendu compte qu'il y avait une incapacité, qu'il y avait un tel effroi provoqué par les images, et là on en vient au champ et au cinéma, qu'il n'y avait plus de pensée, il n'y avait plus de recherche du pourquoi. Donc on s'est dit oui, c'était la bonne intuition. Et donc on a continué à travailler. Je dirais après, ce que je me suis aussi très vite rendu compte, c'est qu'il fallait vraiment qu'on assume le cinéma. C'est-à-dire que la vérité judiciaire, c'est une chose, l'objectivité journalistique, c'est autre chose. Et je dirais le travail de l'artiste, du cinéaste, c'est encore autre chose. Et j'ai pas mal souffert en Belgique, enfin pas souffert, il y a des choses beaucoup plus dures que ça, mais c'était assez éprouvant en Belgique sans doute ce que je vous expliquais lié à la proximité du public envers ce fait divers, mais
j'ai passé beaucoup de temps en Belgique à répondre à cette question que je trouve un peu vulgaire, qui est qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans ce film. Et je n'ai jamais voulu répondre à ça. Parce que je me suis rendu compte à travers ça de la force de la fiction et de la protection que nous offre à chacun cet espace, ce lieu. C'est-à-dire que, imaginez si je vous avais dit, oui, en fait, mon film, c'est la vérité. Et d'ailleurs, ça, c'est Geneviève Lhermitte, ça, c'est Mounir, et je vous avais dit, oui, c'est les vrais protagonistes. Je trouverais ça vraiment dégueulasse. Et il me semble qu'aujourd'hui, on a tendance à vous vendre du cinéma comme on vous vend de la religion. C'est-à-dire, on essaie de faire de vous des croyants. Or, ce que moi avec ce film, ce qu'on a essayé de faire, et la conviction que j'avais, c'est que on peut stimuler ou cultiver la vigilance et la lucidité du spectateur avec un film plutôt que sa croyance. Quand aujourd'hui on vous montre un documentaire sur le naufrage du Titanic, et puis que dans ce documentaire on vous montre des images de James Cameron, je me dis il y a un problème, il y a quelque chose qui... Donc le cinéma n'est pas du côté de la vérité, et moi la vérité je m'en fous en fait. Ce qui m'intéresse c'est le cinéma, c'est le film. Et d'ailleurs j'étais assez content avec... je trouve que... Moi j'ai eu le sentiment de progresser avec ce film. Il y a quelque chose qui s'est libéré. J'ai l'impression d'avoir mis des choses que j'avais fait sur les films précédents de côté. Je crois que c'est en grande partie lié à des discussions qu'on a eues avant même l'écriture du film avec Jacques-Henri Broncard, mon producteur. C'est-à-dire qu'il y avait cette envie aussi, moi j'aime vraiment ce métier, même pas un métier, c'est ma passion au cinéma, parce que je pense que c'est vraiment un art populaire. Je m'explique, c'est que quand vous allez dans un musée ou voir de la danse contemporaine, en général une bonne partie du public a tendance à dire « moi je ne me permettrai pas de dire quelque chose parce que je ne connais pas assez l'art plastique ». Et là, avec le cinéma, tout le monde se permet d'avoir des commentaires sur les films. Tout le monde est critique de cinéma, ce qui est assez formidable. Pourquoi je vous parlais de ça Donc oui, parce que le cinéma populaire, de rendre... Voilà, j'ai l'impression que les films précédents, je cherchais surtout à convaincre sur mes capacités de réalisateur. Et ici, quand vous avez une histoire qui s'écrit comme ça et qui vient à vous très inconsciemment, un truc aussi fort, j'ai pas eu envie de faire le malin. Je me suis dit, il faut que tu sois avec les acteurs, et il faut que tu emportes. Puis il y a aussi le truc de la gestion, c'est-à-dire que comme on avait, moi c'est la première fois que j'avais un récit qui s'étale sur 5-6 ans, à gérer, donc ça veut dire un rapport aux ellipses qui est très particulier. D'autant plus que finalement dans cette histoire il y a quand même 4 grossesses, etc. Ça peut vite être lassant ou répétitif. Donc on a beaucoup travaillé ça, et très vite je me suis dit, mais tu vas pas pouvoir faire un film en 80 plans séquences, quoi. C'est pas possible. Mais je suis aussi très heureux d'avoir osé me défaire de ça. Il y avait une parole qu'on avait beaucoup avant le tournage et qu'on s'est beaucoup répété avec Jacques-Henri, c'est pas de dogme. Il faut pas être dogmatique, quoi. Quelque part, c'est le... Je trouve que c'est un art... le cinéma, c'est un art collectif. Pour moi, c'est l'art de l'altérité. C'est-à-dire que si vous dirigez vos acteurs comme vous les avez fantasmés pendant 3 ans en écrivant, vous faites de la merde avec eux. Il faut être prêt à les laisser proposer, à les laisser inventer, à vous amener là où vous ne l'aviez pas imaginé. Et là, l'histoire d'amour commence avec eux. Sinon, sans ça, vous êtes dans le narcissisme et vous cherchez la femme idéale de votre vie, quoi. Et ce film, c'est vraiment ce film-ci que j'ai senti que j'étais dans quelque chose qui se rapprochait de ça. Juste une question peut-être avant de passer la parole à la salle et aussi de parler de la question de la musique. Mais j'aimerais juste te poser 2 questions sur la forme. Et on a le temps, enfin moi je ne suis pas pressé, on y vient. La première c'est sur le début, c'est-à-dire le film commence par un flashback, donc le film commence par une option qui est quand même très claire de montrer déjà qu'il y a un drame, sans forcément le définir, etc., mais de montrer ça, de l'affirmer. Et ça, c'est venu à quelle étape de l'écriture? Parce que c'est quelque part fondamental aussi dans ce que tu racontes. Quand tu vas intervenir, le travail sur la... Moi, j'avais jamais... Enfin, si, en fait, si, sur Folie Privée, j'ai travaillé sur la tragédie. Et ce que je trouve
passionnant avec la tragédie, c'est qu'on est au-delà du psychologique. On n'est pas dans la psychologisation, il y a quelque chose au-dessus. Et il y a un truc, mais c'est à chaque fois la même chose avec tous les films. Ironie dramatique ou suspense. En gros, est-ce qu'on montre qu'il y a un type avec un seau d'eau derrière la porte, ou est-ce qu'on ne montre pas le type et on est saisi avec le personnage qu'on suit quand il ouvre la porte, par le seau qui tombe. Je trouve que par rapport à ce que j'avais à traiter là, le fond, l'histoire, ça ne tenait pas la route, c'était dégueulasse de travailler sur le suspense. Il fallait travailler sur l'ironie dramatique, c'est-à-dire vous amener au comment ça peut arriver, plutôt que de qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Enfin, c'est un peu... Et en même temps, on a réussi à garder quand même un petit peu de... On a beaucoup travaillé, on a beaucoup revu et vu L'ombre d'un doute, Shadow of Doubt de Hitchcock. Parce que c'est aussi un film où il y a un personnage qui arrive comme ça, on ne sait pas qui il est, il n'y a rien qui est donné d'avance, et puis le venin s'installe comme ça. Il y a aussi des cadeaux, Voilà. Alors la deuxième question, c'est, tu l'as évoqué avant, donc tu t'es déjà posé la question à toi-même en disant qu'il ne fallait pas le dire, c'est la question de la musique, puisque c'est vraiment la première fois que tu abordes la musique dans un film, et Dieu sait si vous avez tous vu le film, elle est extrêmement présente et extrêmement importante aussi dans ce qu'elle peut raconter. Donc peut-être d'abord quelques remarques de ta part, et peut-être après le travail. Moi j'ai jamais entendu Adriano parler de ça, donc je suis très curieux, mais... Oui, mais je vais le laisser. Mais je vais juste vous dire ce que je lui ai dit. Quand j'ai trouvé Adriano, il y avait un truc, les films précédents, j'aime bien la musique, mais j'avais tendance à essayer de placer, en gros, des romantiques. Schumann, Chopin, Schubert. Et puis, avec ma monteuse, on essayait les musiques, etc. Et puis toujours, tu peux sortir les violons si tu veux. Qu'est-ce que c'est que ça? Et on finissait toujours par enlever la musique. Enfin, mais j'étais toujours un peu frustré, un peu déçu, parce que je pense qu'il peut y avoir une dimension supplémentaire. C'est quand même l'art de l'inconscient. C'est une manière de dire sans dire. Et là, ce coup-ci, je sentais que j'avais besoin de quelqu'un qui allait me rassurer, qui allait m'aider à y arriver. Il se fait qu'avant de rencontrer Adriano, je me mets à écouter beaucoup de baroque. Et puis Adriano arrive. Et là... Et j'interviens. Alors, je peux vous assurer que c'est exactement ce que Joachim m'a dit au moment de commencer à travailler sur le film. Et pour être même plus précis, Joachim est venu avec une pièce de musique baroque qui est l'air que vous avez entendu tout au début d'Antonio Caldara, qui est tiré d'un oratorio, La Maddalena ai piedi di Cristo. Et puis, on est parti autour de cette esthétique musicale-là, orchestrale, avec des voix, éventuellement. Mais avant que je vienne plus avant dans le travail, il faut que je vous précise que c'est ma première expérience cinématographique, que je suis un cinéphile, mais que je ne connais rien au cinéma, que je suis d'abord musicien et musicologue. Je m'occupe un peu de musique baroque et de musique renaissance, je dirige, je joue, etc. etc. Et Joachim m'a demandé dans un premier temps de chercher des musiques autour de ce Antonio Caldara, qui allait dans la même direction. Après, j'ai essayé de le bousculer un peu, de proposer d'autres choses, contemporaines, romantiques, etc. Et ça ne marchait pas. Et donc, on est resté dans la musique baroque, ce qui est très bien. Et durant... On s'est vite rendu compte de pourquoi aussi. Oui, parce qu'effectivement, il a été très délicat de mettre de la musique sans que la musique en fasse des tonnes, sans qu'elle rajoute à ce que les personnages ressentent, ou qu'elle appuie trop le propos, ou qu'elle condamne les personnages tout de suite. Et ensuite, donc... On s'est rendu compte de la structure du morceau baroque aussi, qui correspondait assez bien à la structure du film. Voilà. Et puis bon, la musique baroque, c'est aussi la musique de la tragédie. Ça c'est évident, et ça correspondait très bien. Et lorsque tu disais avant que vous aviez pris le parti de ne pas avoir de dogme au départ,
ce qu'on a fait en salle de montage, qui a été aussi une étape du travail sur le film, c'est d'essayer des musiques sans idée préconçue. Et on était 3, Sophie Verkruijs, je ne sais pas si je prononce juste, Joachim et moi, sur ce travail-là. Et ce qui est très intéressant par rapport à la musique, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y a autant de façons de percevoir le rôle de la musique, le sens qu'elle peut avoir dans le film, que de personnes qui l'écoutent. Et Joachim est d'abord cinéaste, moi je suis d'abord musicien, et on ne ressent pas la musique de la même manière. Mais pour que on mette un morceau de musique à un endroit, il fallait qu'on soit les 3 d'accord. Sinon, on oubliait. Et c'est pas facile. Ce qu'il y a surtout, c'est il y a aussi, c'est quand même un film. Bon, ce qui m'a intéressé ce qui m'a emporté, je crois, dans cette histoire, c'est quand même la description du lien pervers. C'est la possibilité de mettre le lien pervers en scène. Et le lien pervers, par définition, c'est ce qui se cache. Et j'avais eu l'expérience sur Élève libre, qui est déjà un film sur le lien pervers, d'une certaine forme de colère parfois chez certains spectateurs qui ne décelaient pas ce qui se dit et qui le découvraient trop tard et qui m'en voulaient presque de ne pas leur en avoir dit plus. Et on s'est rendu compte avec le thème notamment de Scarlatti qu'il y avait moyen de donner une petite touche d'âme, de rappeler à la vigilance ou à la lucidité dans le début du film. Je prends un exemple très concret. Si André Binger dit à Mounir écoute, c'est super, tu peux venir travailler à la maison, alors, puis vous pouvez venir... Ben, hop, là, on en met un peu, parce qu'il y a quand même une bonne partie des spectateurs pour qui ça peut éventuellement être un truc super. D'ailleurs, c'est ce qui se passe pour Muriel et Mounir. Et que je n'avais pas envie, tout d'un coup, à la fin, aux 3/4 du film, de sortir le truc, ah, en fait, c'est pas un gentil monsieur. C'est-à-dire qu'il s'agissait de mettre dans cet état de vigilance très vite. Et la musique a aidé à ça. Je crois que la musique a encore une autre fonction, si je peux ajouter, je ne sais pas si tu es d'accord, c'est que, évidemment, ce que vous voyez à l'écran est assez dur, pour le moins, et je crois que la musique fonctionne comme une espèce d'écran, comme une espèce de tampon, qui permet de vous permettre d'assister à ça, sans quoi ça serait encore plus insupportable. À vous, oui, justement, c'est ce que j'allais passer. Donc, il y a des micros qui sont prêts à circuler. Nicolas, Mathieu, Vogel, donc s'il vous plaît, levez la main, un peu de courage. C'est toujours un peu... Quelqu'un? S'il vous plaît. Personne? Ah oui, là-bas au fond, là. Nicolas, tout au fond, là-bas. Relevez la main, merci, parce qu'on ne vous a pas vu. Voilà. Tout là-bas au fond, le micro arrive. Voilà. Bonjour. Vous parliez avant que vous construisiez votre film autour de peut-être quelque chose qui pourrait être de l'ordre d'une surprise, et j'ai remarqué que dans la majorité de vos plans, il y a toujours un bord du plan qui est coupé. On est vraiment dans quelque chose qui est... Ça fait très bizarre. On est vraiment dans quelque chose qui est très fermé, où on a l'impression qu'on va tomber sur une surprise effectivement à chaque coin de mur. Et ça donne quelque chose de très oppressant dans ce huis clos. Est-ce que c'est une volonté très présente chez vous de jouer avec ce décor? Alors, les raisons de ce choix esthétique-là, elles sont doubles. La première, c'est que... D'abord, c'est quand même la mise en scène d'une situation... Enfin, c'est un espace, cette maison, où il n'y a plus d'intimité, il n'y a plus de sphère privée, où il y a tout le temps quelqu'un qui regarde quelqu'un. Donc ça, avec le directeur photo, on s'est dit que c'était une manière intéressante de vous faire sentir ça. D'autre part, il me semble que dans ces grandes tragédies, je ne tiens pas à prendre en otage. C'est-à-dire que je n'ai pas envie que le spectateur ait à choisir entre papa ou maman. Et ces amorces vous ramènent à votre position de voyeur, de spectateur. Ce qui est une manière de vous empêcher de choisir votre camp, si on veut. Et plutôt d'observer, de rester vigilant. Et c'est marrant parce que je fais vraiment... Je l'ai pas... attendez, c'est pas un truc que je me suis dit...
il y a aussi de l'intuition, il y a aussi des choses que je découvre là, que je formule un peu maintenant, mais que j'ai découvert après coup. Et c'est amener du tiers, en fait, entre vous et le film. Et c'est étonnant, enfin, c'est peut-être pas si étonnant que ça, parce que c'est quand même un film sur l'absence de tiers, justement. Ou l'absence de quelqu'un qui est capable de mettre des limites, d'instaurer de la loi, de donner son nom. Et c'est ma manière à moi de faire vivre cette limite. Voilà. Autre question ?